Sur OM5 TV, Lénaïque avec vous et je suis avec José Maribel qui est né à Briançon. Il est spécialiste du Yémen et de l'Éthiopie, ethnologue, architecte, écrivain voyageur, conférencier. Il est diplômé d'art plastique, c'est un touche-à-tout comme on dit. Et j'ai le grand plaisir de l'accueillir tout de suite. José, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'avoir trouvé un petit temps dans votre agenda très très chargé pour venir. Je suis ravi d'être en votre compagnie et je suis très touché d'être invité également parce que je suis très attentionné à vos émissions et à vos diffusions et à votre public. C'est gentil. C'est vrai que vous avez regardé quelques émissions avant de venir pour découvrir un petit peu la chaîne aussi, parce que c'est une découverte pour vous. Oui, tout à fait, mais c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes et ça me plaît. Alors ça devrait aller. Oui. Alors je lisais un petit peu les articles qu'il y a sur vous, sur Internet, il y en a pléthore, hein. On sait plus où regarder tellement il y en a. Et là, je découvre un voyageur qui a grandi, en fait, alors où est-ce que c'était exactement? En Arabie, c'est ça? Non, au sud du Maroc. Au sud du Maroc, oui. Oui. Et alors, vous grandissez aussi un petit peu en Guadeloupe, dans les Antilles? Je grandis un petit peu plus. Oui, là. Oui. Et puis, vos voyages vous emmènent vers la Bretagne, vers Paris, et puis il y a bien sûr la Corne de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle la Corne de l'Afrique, donc l'Éthiopie, le Yémen, etc. Et je lisais, vous allez me dire si c'est juste, que cette rencontre avec le Yémen notamment, et l'Éthiopie, c'est un article, vous étiez étudiant, vous voyez un article qui vous transporte, et là il y a quelque chose qui se passe. Oui, je suis né par hasard à Briançon, dans les montagnes françaises, mais absolument par hasard. Et j'ai passé une partie de mon enfance en Afrique du Nord et en Afrique saharienne. Ça marque beaucoup et c'est un lien. Ensuite, avec mes parents, nous sommes allés en Guadeloupe. J'ai énormément voyagé aux Antilles, en Amérique du Sud. Ça a été une sorte de révélation, mais de quête perpétuelle intérieure vis-à-vis du monde. On peut en discuter. C'est aussi pour moi une bataille par rapport à ma manière d'être, à savoir lever le pouce pour faire de l'autostop, du train-stop, de l'avion-stop, du bateau-stop. Mais aussi vaincre la timidité, m'intéresser aux autres, parler des langues. Donc ça, c'est vraiment une base. Ensuite, je suis venu en France pour suivre mes études. Effectivement, des études d'art plastique, de communication, plus ensuite d'architecture, d'ethno-anthropologie. Et à partir de là, d'être en France, ça m'a permis de découvrir le froid, que les gens s'habillent sombrement, que les feuilles tombent à l'automne. Et puis vous êtes jugé aussi, ça va participer à l'homme que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on vous traite de sale blanc quand vous êtes en Guadeloupe ou de sale pied noir, j'ai vu ça. Vous connaissez presque tout. Oui, quand on est enfant, on a ce genre de mots, de situations, d'expressions autour de soi, on se pose des questions. Et effectivement, mais aux Antilles... Mais ça vous construit. C'est-à-dire qu'au lieu de vous renfermer sur vous-même, ça vous ouvre sur les autres. Oui, par exemple, aux Antilles, arrivant en 1966, c'était pas simple. Il y a eu des émeutes en 67. En 1968, il y a eu évidemment des soubresauts liés à mai 68. Eh bien, cela m'a fait prendre conscience non seulement de réalité. Je suis devenu indépendantiste. Faut dire que je suis rimbaudien aussi, un grand ami de Rimbaud. Donc, vive la liberté libre. Et à travers cela, pour moi, ma prise de conscience dès l'âge de 10-12 ans m'a fait comprendre qu'il faut se prendre en main, se prendre en charge, ne pas attendre des autres tant de choses. Ah oui, vous aussi. aviez compris ça déjà si jeune? Oui, mais bon, c'est un parcours un peu particulier, mais il faut être tenace et s'ouvrir aux choses du monde. Alors ensuite, je suis venu en France et à partir de là, j'ai découvert tout ça. J'ai découvert la cuisine, Paris, la culture, les librairies, etc. Il n'y avait pas encore Internet et tous ces téléphones. Mais par contre, à partir de là,
comme j'ai un peu de fierté, j'étais étudiant et je travaillais dans une revue d'architecture, ce qui a fait que cette revue avait 3 pages plus quelques croquis sur l'architecture du Yémen. À partir de là, je me suis dit, mais ça ressemble étrangement à mon enfance, au Ksar, au Ksour, à l'architecture du Maghreb, du Sahara. Mais néanmoins, quand j'étais enfant, mes parents avaient des amis qui avaient rencontré l'empereur Haïlé Sélassié. Alors là, ça m'avait marqué. Plus des lectures. C'était des histoires que vous entendiez à la maison. Oui, on en parlait. J'étais avide. Et puis, je lisais des livres, bien sûr, Joseph Kessel, Monfred, Malraux, Rimbaud, Marco Polo, etc. Et bercé avec Georges Brassens, Tintin, etc. Donc, ça fait un ensemble de choses. Oui. Dans le chaudron, là, ça boue. Et alors, vous êtes initié, on va dire, aux conférences par votre maman, qui vous emmène avec vous et vous découvrez des historiens, des voyageurs. Oui. Vous en savez des choses. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'habiter au bord de la mer. C'était pas très simple, il y avait beaucoup de vagues, etc. Il y avait des vives sur la plage. Les vives, c'est des petits poissons qui piquent, urticants, terribles. Mais bon. Et puis derrière, il y avait la montagne, il y avait les cailloux. Et j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais vraiment petit, des explorateurs, des voyageurs, des écrivains, comme Thor Heyerdahl qui a fait le Kon-Tiki. Absolument, très connu dans le Pacifique. Oui, très connu. Donc, à l'âge de 8 ans, d'aller sur son embarcation, bateau, une sorte de radeau incroyable, ça forge l'imaginaire. Alors, toutes ces choses-là y ont contribué, oui. Puis alors, vous êtes beaucoup dans la transmission du savoir. Hein. Toutes les choses que vous découvrez, vous adorez les partager. Alors, vous les partagez dans des conférences que vous faites, vous les partagez lors d'expositions, parce que vous êtes aussi le directeur de l'Espace Reine de Saba. C'est un centre culturel que vous avez cofondé à Paris. Mais pas seulement, parce que vous avez également fondé la Maison du Yémen à Paris, vous avez fondé une association, les artistes de Belleville. Donc tout ça, c'est à chaque fois transmettre. Oui, je n'ai pas tout fondé. Hein. Je suis membre de l'Association des artistes de Belleville, et on fait des portes ouvertes d'ailleurs au mois de mai, en fin mai, avec un clin d'œil lié à Charlie et à des artistes, et un artiste qui a disparu dans l'équipe de Charlie. La Maison du Yémen, feu la Maison du Yémen, parce qu'on a arrêté suite au 11 septembre, c'était très compliqué. Oui, faute de budget. Mais bien sûr, on n'a pas de budget. Et puis là, l'Espace Reine de Saba qui vit K1, KA en fonction de la conjoncture. Bien sûr. Donc il faut se battre pour effectivement pour donner des conférences, prodiguer des conseils, aider des étudiants, faire des expositions. Oui. Et alors, dans toutes les spécialités que vous avez, il y a le Yémen et l'Éthiopie. Vous avez un amour particulier pour ces deux régions. Oui, c'est un petit peu mon diocèse, comme disait mon bon vieil ami, cofondateur Théodore Monod, qui lui, son diocèse, c'était plutôt le Sahara et le désert mauritanien. Oui. En fait, j'ai fait plusieurs cycles d'études et de recherche là-bas. Surtout, j'ai commencé il y a 41 ans, ça commence à compter. Mais il se trouve qu'à l'époque, il y avait très peu de connaissances sur ces pays, très peu. Et on disait même des âneries. Certains livres, même certains scientifiques étaient dans l'ignorance. Alors, qu'est-ce qu'on disait comme bêtise ? On disait que, par exemple, l'architecture du Yémen, qui est une des plus belles et une des plus éblouissantes du monde, une des plus anciennes, c'est aussi riche, aussi beau que Venise, certains le savent, eh bien, que cette architecture était de type babylonien. Absolument faux, c'est une erreur absolue. Mais quand j'habitais au Maroc, notamment au Maghreb, et que je voyais ces casbahs dans les vallées secrètes et ombragées, derrière le désert, je trouvais qu'il y avait un lien. Donc j'ai fait ces recherches-là. Mais j'ai dû arrêter également des recherches en Éthiopie. En 1980, pendant un peu plus de 10 ans, je n'ai pas pu aller en Éthiopie parce qu'il y avait une dictature féroce. Terrible. Oui, parce que vous voyagez, alors on l'a pas dit, mais vous avez vécu des choses
très difficile durant vos voyages. Vous avez eu des menaces de kidnapping, parfois c'était pas le voyage au long fleuve tranquille, tel qu'on peut s'imaginer, et qu'on se dit, voilà, on a un écrivain voyageur qui raconte ces choses dans des carnets de voyage. C'est pas toujours aussi limpide, aussi calme que ça paraît. Oui, là, Lénaïque, vous me poussez dans certaines réflexions à porter que je n'avais pas encore soulevées. Effectivement, le mot voyage ne me convient pas vraiment. C'est plutôt déambuler, aller à la recherche de l'autre, se forger une carapace, trouver de la force aussi, parce que c'est très dur parfois de voyager seul dans de nombreuses contrées. On s'expose à sa solitude, on s'expose aux autres, on est pris pour un étranger. Oui. C'est louche, un étranger, c'est étrange. Mais à partir de là, je ne veux pas tout récolter, travailler, faire des recherches avant de voyager. Il y a une part de découverte. Oui. Si bien que on a quelques grands classiques dans notre parcours liés au voyage. Ça remonte à la nuit des temps, le déplacement, l'errance. Mais en ce qui me concerne, ce voyage doit apporter quelque chose. Donc je note, je dessine, je fais des aquarelles. J'essaie de rencontrer du monde. Il m'est arrivé maintes et maintes fois de donner des coups de main, de travailler, de faire 1001 boulots. Et puis aussi, aujourd'hui, de rapporter ces connaissances et de les faire partager. Mais autant que possible, sans anecdote, sans considérer on est européen, on est du Nord, on est les meilleurs, etc. C'est un petit peu les récits de voyage vu comme un scientifique, je dirais. Enfin, quand je dis scientifique, c'est peut-être un petit peu trop poussé, mais plutôt le regard d'un scientifique plutôt que d'un touriste. Alors, quand je dis scientifique, c'est dans le sens où, justement, on parle de ce qu'il y a et on ne fait pas de commentaires. Oui, ça c'est un aspect très intéressant parce que c'est ce qui m'a poussé à un moment à faire des études d'ethnoanthropologie. Parce que je me disais, il y a une situation complexe à un endroit. Que se passe-t-il? Est-ce que l'on heurte par ses habits, par sa présence, par ses mots, ce que l'on fait? C'est sa gestuelle. Voilà, sa gestuelle. Et à partir de là, que faire? Et à partir de là, j'ai voulu en décrypter et en faire des analyses pour être mieux et plus proche. Alors évidemment, je voudrais citer Nicolas Bouvier, par exemple, avec l'usage du monde. Et donc là aussi, ce sont des références modernes, mais il y a Sylvain Tesson, par exemple, aujourd'hui, bien connu et qui réfléchit sur le sens du voyage, de l'errance et de la rencontre. Oui. Aujourd'hui, vous auriez envie de dire quoi aux jeunes? Parce que on l'a un petit peu évoqué, vous n'avez pas eu la télé, Internet, etc. Vous avez eu d'autres voyages, d'autres découvertes. Un jeune aujourd'hui qui aurait envie de suivre votre parcours, ou en tout cas une partie, vous lui diriez quoi? Je lui dirais une première chose, et c'est qu'il faut avoir le goût de la curiosité. Théodore Monod, mon bon vieil ami savant, disait « Je peux résister à tout sauf à l'appel de la curiosité ». La curiosité, c'est s'intéresser à l'autre, aux autres, à quelque chose qui peut être la nature, tout bonnement, ou la création des animaux, des plantes, et des hommes et des femmes. À partir de là, la curiosité ouvre un champ. C'est-à-dire, que peut-on faire? Ça donne l'idée peut-être de monter un projet. Et donc d'être acteur de sa vie, c'est de ne pas être consommateur. Éviter la consommation tout azimut, je crois. Éviter la consommation d'Internet, des smartphones, etc. C'est-à-dire s'y intéresser, bien sûr. Il y a plein de merveilleuses choses, comme votre émission, Lénaïque, puis-je dire. Hein? Non, mais... En tout cas, ça me permet de faire de jolies rencontres telles que celle que j'ai aujourd'hui sur mon plateau. En tout cas, vraiment, il faudrait faire une émission de 3 heures avec vous. Je sais qu'on n'aura pas le temps de faire 3 heures, mais j'aimerais quand même que l'on parle aussi de votre aventure Arthur Rimbaud, parce que vous allez au Yémen, vous vivez dans la maison d'Arthur Rimbaud, que vous allez ensuite
rénové. Enfin, rénové, je ne sais pas si c'est le mot. Mais oui, restauré. Oui. Restauré. Oui. Alors, bon, c'est un sujet absolument passionnant. Arthur Rimbaud a été un très jeune poète, jeune révolutionnaire, marcheur, voyageur, commerçant, explorateur. Et donc, il a la même carte de visite que vous, en fait. Beaucoup de choses, et certainement quelqu'un de curieux aussi. Oui, mais lui est resté dans l'histoire. Allons voir. Qui sait, En tout cas, effectivement, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai été mandaté pour faire une recherche sur une maison nommée Rimbaud qu'il avait fréquentée et qu'il a effectivement fréquentée. Donc, j'ai été choisi pour restaurer cette maison. Et ce n'était pas simple. C'est à Aden, au Yémen. Alors, il y a plusieurs maisons. À Harar, par exemple, en Éthiopie, il y a une maison qui se nomme la maison Rimbaud, mais qui n'a jamais fréquenté, parce qu'elle n'a jamais existé. Ah, d'accord. Ça fait partie des légendes. Des légendes urbaines. Elle a été construite plus de 10 ans après sa mort par un commerçant riche indien. Et donc, celle d'Aden, c'est une des maisons qu'il a fréquentées. Donc, effectivement, je l'ai restaurée. Elle a été un centre culturel. Puis après, pour des raisons politiques et autres, et budgétaires, elle a été fermée par l'État français en 1997. Mais il y a d'autres centres. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, elle est quoi? Elle n'est plus du tout un centre? Elle est redevenue une maison, ça? Oui. Maintenant, après sa fermeture, elle a été un hôtel, l'hôtel Rimbaud. Ah oui. Rimbaud, parce rien que à voir. La prononciation de Rhin en arabe, ça fait Rimbaud. Elle est devenue une banque, un restaurant, une pharmacie et actuellement un magasin de tapis, de moquettes et de linoléum. C'est pas très glorieux. Non, c'est pas très glorieux. Mais enfin, bon, ça fait beaucoup d'histoire pour cette maison. J'aimerais aussi avant qu'on se quitte, que vous nous parliez de la signification de Yémen et Éthiopie. Je lisais qu'il y avait des significations à double sens. Par exemple, sur Éthiopie, si on enlève certaines lettres, il y a des significations qui ressortent. Bon, alors, concernant le mot Yémen, c'est en arabe, ça veut dire Al-Yamin. Al-Yamin, c'est à droite de la Mecque et Médine, qui étaient des lieux saints bien avant l'islam. La Mecque et Médine, il y avait la pierre noire qui était vénérée à l'époque sabéenne, donc ça remonte à presque 3000 ans d'histoire. Donc quand on est au bord de la mer Rouge, au bord de la mer, on voit la Mecque et Médine qui sont ces lieux saints aujourd'hui. Eh bien, le sud, quand on voit le soleil se lever, le sud, donc c'est la droite. Donc c'est Al-Yamin. Et par exemple, c'est le pays de la reine de Saba, autant le Yémen que l'Éthiopie, mais on dit la reine du Midi, la reine du Sud, la reine du Midi. Ça, c'est une légende. Concernant l'Éthiopie... Et puis alors, attendez, on termine sur le Yémen. On dit aussi que c'est la source, que ce qui y est dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, je crois, c'est que c'était l'ancien Éden. Enfin, l'ancien jardin d'Éden? Oui, alors là, c'est... évidemment, on n'était pas là. Oui, c'est difficile à confirmer. Oui. Mais l'arche de Noé, en tout cas, serait aussi... se serait ancrée dans une montagne à côté de la capitale, Sanaa, et dans le Jebel Nougoum. Alors, bon, pourquoi pas? Effectivement, on parle du jardin d'Éden et que Adam... Tout serait parti de là, voilà. Aurait été créé par Dieu à Aden, et Ève, par contre, du côté des arabo-musulmans, du côté de Djeddah. Jadis, il y avait même le tombeau de Ève. Quelle histoire! Ah oui. Et concernant l'Éthiopie, alors il y a deux origines. Il y a le pays du visage brûlé, des gens au visage brûlé. Le terme Éthiopie, ça vient d'Éthiope en grec. Et sinon, il y a Abyssinie. Alors c'est très intéressant parce qu'il y a une sorte de confusion entre Éthiopie et Abyssinie. Abyssinie, c'est l'ancien nom de l'Éthiopie? Oui, mais d'une région. Ah, d'une région uniquement. Et cette région était la région traditionnelle, orthodoxe, un des tout premiers pays au monde chrétien, pardon. Et donc, il y a le mot Éthiopie, les gens au visage brûlé. C'est très intéressant parce qu'en étymologie, ça signifie que les Grecs et les Égyptiens,
au nord, c'est-à-dire en aval sur le Nil, étaient effrayés par ces personnes qui étaient par là-bas, qui ouvraient le robinet des sources du Nil. Et ils savaient que c'était des gens avec un visage particulier, beau, ils étaient craints, et ils pensaient que c'était des personnes métissées, peut-être arabes, ils l'ignoraient, et ils disaient c'est des gens au visage brûlé parce que le soleil est très fort là-bas. Quant au terme Abyssinie, qui a été francisé au XIXe siècle, à la fin du XVIIIe, ça vient de Habash, et Habash, c'est un mot arabe qui signifie peuple mélangé. Ce qui est le cas. C'est aussi un très très joli peuple. Comme un brassage de population. Voilà, entre certaines populations d'origine noire, indienne aussi, avec des mélanges avec les Indes, et arabes. Oui. Les Arabes qui utilisaient des routes, donc qui utilisaient les gens de ces populations pour travailler aussi pour eux. Ah oui, travailler, mais qui en ont fait des esclaves. Oui. Il y a eu un commerce d'esclaves dans la corne de l'Afrique absolument considérable, beaucoup plus important que le triangulaire avec les Antilles et l'Amérique du Sud. Alors tout ça font des histoires passionnantes, merveilleuses. Si on a envie d'en savoir un petit peu plus, est-ce qu'en allant à l'espace Reine de Saba, on découvre cette corne de l'Afrique, on découvre le Yémen, on découvre l'Éthiopie, on découvre tous ces voyages que vous avez faits et dont on a évoqué quelques-uns ici sur ce plateau? Oui, tout à fait. On peut se rencontrer. J'y suis de temps en temps. On fait des expositions. Il y a des cycles de conférences, d'événements qui se passent. Oui, tout à fait. Puis on a un site sur Internet. Alors justement, je vais le donner. Donc si vous voulez en apprendre plus, www.espace-reine-de-Saba, tout attaché bien sûr, .org, pour continuer la découverte. En tout cas, moi aujourd'hui, c'était une belle découverte avec José Maribel. Mon invité, je rappelle, qui est spécialiste du Yémen et de l'Éthiopie, ethnologue, architecte, écrivain, voyageur, conférencier. On n'a pas parlé de vos publications, ce sera pour une autre émission. En tout cas, merci encore d'être venu sur notre plateau pour ce beau voyage. Et longue vie à M5 TV. C'est gentil, merci.